Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose peut-être de gagner quelques minutes précieuses sur notre emploi du temps. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ces 15 jours se sont bien passés. De toute façon, nous aurons le débriefing tout à l'heure. On aura l'occasion de faire le point. Et donc, nous commençons maintenant avec cette table ronde sur le parquet européen. Je pense que vous avez le programme avec le nom des intervenants. Donc, je commencerai par expliquer pourquoi le parquet européen, à mon sens, est un outil au service de l'Europe, de la justice et du droit. À la suite de quoi Chris Perryman, qui est chef de projet département du crime organisé, qui est point de contact Europol pour les fraudes à la TVA intracommunautaire, présentera donc l'analyse de ces fraudes aux quotas de carbone dans l'Union européenne, qui vont être aussi le cœur de mission du parquet européen. Ensuite, nous aurons une pause et débutera la table ronde qu'avec Marc Simon, nous allons animer. Marc Simon que vous allez apprendre à connaître, puisqu'un petit problème de santé l'a empêché, bien qu'il soit venu, en plus, l'a empêché de faire court, mais il va se rattraper. Marc Simon est commissaire divisionnaire, chef de l'unité centrale d'analyse criminelle opérationnelle à la direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée à Bruxelles. Le débat, nous l'aurons avec Eliane Houlette. Les Français la connaissent bien puisqu'elle est procureure nationale financier. Michel Claise, juge d'instruction, que vous avez toutes et tous certainement déjà googlisé. Donc, Marc Simon le présentera plus en détail tout à l'heure. Et Bruno González Valdelièvre, que vous connaissez, qui est intervenu déjà dans le master et qui est chef d'analyse de la dépense publique à la direction de l'analyse à l'Office antifraude de la Catalogne. Voilà, la clôture sera faite par Nathalie Griesbeck, qui est députée européenne. Nous avons la chance d'accueillir Nathalie Griesbeck parce qu'elle est présidente de la Commission spéciale sur le terrorisme du Parlement européen. Nathalie Griesbeck connaît très bien ces problématiques et soutient notre initiative, nos initiatives, toutes les initiatives que nous menons dans le cadre du CEFAC. Alors, le parquet européen au service de l'Europe, de la justice et du droit. Je crois que le parquet européen est profondément ancré dans la volonté d'édifier une Europe de la justice et du droit. Cette finalité n'entrait pas dans le champ de compétences initial des communautés européennes. Et les premiers traités, celui du 18 avril 1951, qui a institué la CECA, celui du 25 mars 1957, qui a institué la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que la Communauté économique européenne, visaient des objectifs essentiellement économiques. Et c'est lorsqu'a été aboli le contrôle aux frontières intérieures que la nécessité s'est faite jour de garantir la liberté, la sécurité et la justice dans un espace judiciaire intégré. Cependant, et vous êtes sans doute mieux placé que quiconque pour le savoir, les questions de justice et de sécurité intérieure se situent au cœur même des souverainetés nationales. Et force est de constater que les chefs d'État restent arc-boutés sur cette souveraineté. Et cela a conduit à faire prévaloir la logique
conventionnel, principalement caractérisé par un vote à l'unanimité, sur la méthode communautaire, qui, elle, est fondée sur le vote à la majorité qualifiée. Le traité de Maastricht, qui a été signé le 7 février 1992, a donc institué un troisième pilier qu'il a consacré à la justice et aux affaires intérieures, et au sein duquel les décisions concernant la coopération judiciaire et policière en matière pénale étaient prises à l'unanimité. Le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 a aboli cette structure en pilier de l'Union européenne et a érigé la méthode communautaire dont je parlais tout à l'heure en principe général. Et donc aujourd'hui, la prise de décision concernant la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière se fait en principe à la majorité qualifiée. Cependant, certains domaines qui sont jugés particulièrement sensibles restent soumis à la règle de l'unanimité. Et c'est le cas du parquet européen qui doit être décidé donc à l'unanimité en application d'une procédure législative spéciale. Donc, l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de créer un parquet européen à partir d'Eurojust, mais dont la compétence est limitée à la protection des intérêts financiers de l'Union. L'article 86 prévoit cependant que le champ de compétence pourra par la suite être étendu aux autres formes de criminalité organisée, mais encore une fois, cette extension devra être décidée à l'unanimité. Aujourd'hui, nous le savons bien, les défis posés par la mondialisation des marchés criminels et la menace terroriste imposent d'édifier un véritable espace de sécurité et de justice que les citoyens européens, d'ailleurs, appellent de leurs vœux. En effet, l'Union européenne est confrontée à des fraudes complexes, à des cas de fraude complexes impactant les fonds structurels de l'Union européenne, ainsi qu'à des fraudes transfrontières de grande ampleur à la TVA. Et Chris, tout à l'heure, va nous en décrire les contours. Ces fraudes visent le budget de l'Union européenne et elles portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Les choses sont clairement exprimées, notamment dans le dernier rapport au Parlement européen, au Conseil européen, le rapport de la Commission, sur les progrès accomplis dans la mise en place d'une union réelle, d'une union de la sécurité réelle et effective, un rapport publié en 2017, où la Commission européenne considère que la fraude transfrontière à la TVA constitue l'une des 8 menaces criminelles qu'il convient de traiter en priorité pour les années 2018 à 2021. Et nous sommes de fait dans une situation extrêmement préoccupante. Des groupes criminels organisés causent des pertes de recettes annuelles comprises entre 40 et 60 milliards d'euros, donc au moyen de ces fraudes transfrontières à la TVA. Selon un rapport de la Cour des comptes européenne de 2015 sur la lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire, 2% de ces groupes sont à l'origine de 80% des cas de fraude intracommunautaire. Donc on a un phénomène extrêmement préoccupant. En face de cela, on a des autorités de poursuite des États membres qui ne disposent pas des outils efficaces pour lutter contre ces formes de criminalité, notamment pour agir avec rapidité au-delà des frontières. Il est clair que la compétence exclusive des autorités des États membres pour engager
des poursuites pénales est totalement inadapté. Et donc, pour lutter contre les fraudes aux intérêts financiers perpétrées par des prédateurs très organisés et pour mieux protéger le budget de l'Union européenne, il était nécessaire d'instituer un nouvel organe de poursuite, le parquet européen. Alors l'idée d'un parquet européen est ancienne. Elle est apparue au sein du groupe de travail de juristes réunis autour du professeur Mireille Delmas-Marty et le corpus juris que ce groupe de travail a élaboré en 1997 proposait déjà la création d'un procureur européen compétent pour assurer la protection des intérêts financiers des communautés européennes. Alors, je venais d'être nommée en tant que maître de conférence à l'Université de Strasbourg et déjà préoccupée par ces questions, j'avais imaginé, je vais expliquer comment, une action pour tenter d'influer sur les négociations du traité de Nice. Et donc, comme universitaire, mes moyens sont limités. J'avais initié, en lien avec les magistrats signataires de l'appel de Genève, du 1er octobre 1996, un colloque sur le thème, donc c'était en 1999, 99, le parquet européen, peut-on encore attendre? Point d'interrogation, la preuve que oui. En clôture du colloque, nous avions appelé la société civile à signer le manifeste de Strasbourg pour une Europe, pour une libre circulation de la justice et du droit en Europe. Ce manifeste demandait au ministre de la Justice des États membres de ne plus retarder la mise en œuvre des réformes nécessaires à la construction d'une Europe de la libre circulation de la justice et du droit et à adopter, bien sûr, le parquet européen. Ce fut un échec. Le traité de Nice n'a pas institué le parquet européen, mais l'idée réapparaît dans le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005. Là encore, nouvel échec, l'échec carrément de ce traité constitutionnel, et c'est finalement le traité de Lisbonne en 2009 qui prévoit la possibilité, et toujours pas l'obligation, la simple possibilité, d'instituer un parquet européen. Et en juillet 2013, la Commission européenne adopte une proposition de règlement établissant un parquet européen. Et c'est au cours de la présidence luxembourgeoise, au deuxième semestre 2015, que le Parlement européen adopte une résolution dans laquelle il fixe de manière très claire les enjeux d'un procureur à l'échelle européenne. Il s'agit de doter l'Union européenne d'une véritable force de frappe contre les fraudes transfrontières et les atteintes au budget de l'Union européenne, à l'heure où chaque sou versé à l'Union européenne et par l'Union européenne est scruté par les opinions publiques plus vigilantes que jamais et où des politiques d'austérité ont serré la ceinture de dizaines de millions de citoyens européens. C'est ainsi que s'exprimait Klaus-Heiner Lehne, président de la Cour des comptes européenne, lors de la présentation de son rapport d'activité, et il affirmait sans détour que les citoyens veulent savoir comment leur argent est dépensé et comment il est investi. En janvier 2017, un texte de compromis de règlement est élaboré portant création du parquet européen. Mais malheureusement, les 9 et 10 mars 2017, le Conseil européen est contraint de prendre acte de l'impossibilité de réunir l'unanimité des États membres autour du projet. Mais la voie est ouverte vers une coopération renforcée. La coopération renforcée est une procédure qui permet à au moins 9 États membres de vaincre la résistance d'autres États
qui bloque une proposition. Le 28 mars 2017, les ministres de la Justice de 13 États membres signaient à Bruxelles la lettre de notification par laquelle ils manifestaient la volonté commune de mettre en place un parquet européen dans le cadre d'une coopération renforcée. Et la procédure est lancée le 3 avril avec 16 États membres qui, par la suite, ont été rejoints par 4 autres, portant le nombre d'États participant à cette coopération renforcée à 20. Alors, le document, je crois, fait encore état de 16, parce que il a été élaboré, évidemment, avant le 3 avril. Le 8 juin 2017, les 20 États membres approuvent les modalités relatives au fonctionnement et au rôle du parquet européen. Et récemment, puisque c'était le 12 octobre, les ministres de la Justice ont approuvé à Luxembourg le projet de création du parquet européen avec une entrée en fonction prévue en 2020. Alors, je crois qu'on pourrait dire que si le parquet européen, ce que je vais m'attacher à démontrer, constitue une étape décisive pour la construction de l'Europe de la justice et du droit, en tout cas un outil, il ne demeure qu'une étape intermédiaire et le chemin est encore long. Une étape décisive. La création d'un parquet européen décentralisé, dirigé par une structure centrale, devait concilier un double objectif qui pourrait apparaître de prime abord contradictoire. Puisqu'en effet, il s'agit d'une part de concentrer l'expertise et le savoir-faire en matière d'enquête et de poursuite des fraudes au niveau de l'Union européenne, tout en agissant, d'autre part, au plus près des lieux de commission des infractions. Donc le règlement institue un parquet indépendant, entièrement soumis au respect des droits fondamentaux, et l'exercice de ses missions est tourné vers la recherche d'efficacité. Un parquet indépendant soumis au respect des droits fondamentaux, tout d'abord, l'indépendance est clairement affirmée. Elle est consacrée tant en ce qui concerne l'organisation, le mode de désignation des membres du parquet, qu'en ce qui a trait à son fonctionnement. L'organisation, tout d'abord, le parquet européen est un organe indivisible de l'Union européenne. Il s'agit d'une structure collégiale à 2 niveaux, un niveau central et un niveau décentralisé. Le niveau central est constitué par un bureau central composé du collège, des chambres permanentes, du chef du parquet européen, de ses adjoints, des procureurs européens et du directeur administratif. Le collège est composé du chef du parquet européen et d'un procureur européen par État membre. Le procureur européen préside les réunions du collège et le collège va assurer le suivi général des activités du parquet. C'est lui qui est garant de la cohérence et de l'efficacité de la politique pénale du parquet dans l'ensemble de l'Union en matière de poursuite. Il traite les questions stratégiques et les questions générales soulevées par les dossiers particuliers, mais il ne prend aucune décision opérationnelle portant sur des dossiers particuliers. Les chambres permanentes sont présidées par le chef du parquet européen, ou bien par l'un de ses adjoints, ou par un procureur européen. Ces chambres supervisent et dirigent les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués dans les États membres, comme on va le voir. Ce sont les chambres qui vont assurer la coordination des enquêtes et des poursuites dans des dossiers transfrontières. Ce sont elles qui vont assurer la mise en œuvre des décisions qui sont adoptées par le collège. Et ce sont elles qui sont compétentes pour porter une affaire en jugement, la classer sans suite,
appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuite et charger un procureur européen délégué d'agir en vue de classer définitivement l'affaire ou renvoyer une affaire devant les autorités nationales ou encore pour rouvrir une enquête. Alors, il faut savoir que la Chambre permanente peut, dans une affaire particulière, donner des instructions en application du droit national applicable. Elle va donner ces instructions au procureur européen délégué, qui est chargé de l'affaire, et elle le fera lorsque cela est nécessaire pour assurer une gestion efficace de l'enquête ou des poursuites, ou que cela est dans l'intérêt de la justice, ou pour assurer le fonctionnement cohérent du parquet européen. Le chef du parquet européen est secondé par 2 procureurs adjoints qui peuvent le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Les procureurs européens, eux, assurent au sein de la Chambre permanente la surveillance des enquêtes et des poursuites qui sont confiées aux procureurs européens délégués chargés de l'affaire dans leur État membre d'origine. Ils assurent donc la liaison et jouent le rôle de canaux d'information entre les chambres permanentes et les procureurs européens délégués. Voilà pour le niveau central. Le niveau décentralisé dans les États membres, donc. Non, ça n'est pas une usine à gaz. Au niveau décentralisé, il est constitué par les procureurs européens délégués affectés dans les États membres. Ils agissent au nom du parquet européen, donc dans leur État membre respectif, et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux. Ils sont responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils peuvent se saisir en vertu d'un droit d'évocation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chambre permanente donne des orientations et des instructions, donc ils doivent suivre les orientations et les instructions de la Chambre permanente qui est chargée de l'affaire, ainsi que celles du procureur européen au niveau central, donc chargé de la surveillance de l'affaire. Chaque État membre dispose d'au moins 2 procureurs européens délégués. Le mode de désignation tente aussi d'assurer l'indépendance des membres du parquet. Le considérant 35 du règlement dit la chose suivante: la procédure de nomination du chef du parquet européen et des procureurs européens garantit leur indépendance. Ils doivent tirer leur légitimité des institutions de l'Union européenne qui interviennent dans leur nomination. Le chef du parquet européen est désigné donc après une sélection qui se fait sur appel ouvert à candidature et qui est publiée au journal officiel de l'Union européenne. Ensuite, un comité de sélection va établir une liste restreinte de candidats et cette liste sera soumise au Parlement européen et au Conseil. Et chaque État doit désigner 3 candidats au poste de procureur européen. Le procureur européen est choisi et nommé par le Conseil. Ensuite, il y a les 2 adjoints, donc comme je l'ai dit, au chef du parquet européen, qui, eux, sont nommés par le collège parmi ses membres. Et ils sont également recrutés dans le cadre d'une procédure de sélection. Les procureurs européens sont aussi recrutés dans le cadre d'une procédure de sélection. Et ce sont chaque État membre qui constitue un comité de sélection qui va désigner 3 candidats. Alors, ces candidats doivent être membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire.
ils doivent offrir toutes les garanties d'indépendance. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure parce que, s'agissant de la France, je pense que cela représente quand même des difficultés, on y reviendra. Et il doit enfin réunir les conditions pour exercer dans l'État membre des hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire. Et il doit posséder une expérience pratique des systèmes juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Donc ça fait déjà des compétences très, très précises et qui garantissent effectivement l'efficacité de l'institution. Donc, le comité de sélection va communiquer au Conseil un avis motivé sur les candidats au regard de ces critères, et c'est le Conseil qui choisit et qui nomme les candidats à la fonction de Parlement européen de l'État membre. L'avis du comité de sélection qui dirait que le candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions du parquet européen lie le Conseil. Ça signifie qu'on ne pourra pas, en théorie, nommer des personnes incompétentes à ces fonctions. Les procureurs européens délégués, donc c'est ceux qui sont dans les États membres. Ils sont désignés par les États membres et ils sont nommés par le collège sur proposition du chef du parquet européen. Et ils doivent être également des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l'État membre qui les a désignés. Ils doivent offrir, c'est le règlement qui le précise, ils doivent offrir toutes les garanties d'indépendance et disposer des qualifications requises. Ils doivent également posséder une expérience pratique pertinente de leur système juridique national et le collège peut refuser de nommer une personne qui serait désignée en ne remplissant pas les critères. Voilà un certain nombre de règles qui devraient donner des garanties en ce qui concerne le parquet européen. Alors, garantie d'indépendance également, clairement affirmée en ce qui concerne le fonctionnement du parquet européen, puisque l'article 6, paragraphe 1 du règlement, affirme que l'ensemble de ses membres, y compris le personnel administratif, doit agir dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. Ils ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucune sorte extérieure au parquet européen, d'aucun État membre, d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme de l'Union. Et la contrepartie est que, de leur côté, les États membres et les institutions, les organes ou les organismes de l'Union doivent respecter l'indépendance du parquet et ne pas chercher, ce sont les termes mêmes du règlement, et ne pas chercher à l'influencer dans l'exercice de ses missions. Donc, ça va fonctionner de la manière suivante. Si le parquet européen ouvre une enquête ou s'il utilise son droit d'évocation, eh bien, les autorités nationales doivent s'abstenir d'exercer leurs compétences à l'égard du même comportement délictueux. L'autre sujet sensible, ce sont les classements sans suite. Nous le savons bien, nous, en France. Notamment. Les classements sans suite opérés par le parquet européen ne peuvent être décidés par la Chambre permanente que dans des cas strictement définis. Ces cas sont les suivants. Le décès du suspect ou de la personne poursuivie, ou la dissolution de la personne morale,
la démence du suspect ou de la personne poursuivie, l'amnistie, l'immunité, l'expiration du délai de prescription des poursuites, l'autorité de la chose jugée et évidemment l'absence de preuves pertinentes. Les décisions du parquet européen qui visent à classer une affaire sans suite sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui en garantit également le respect. Le deuxième aspect qui va dans le sens de l'efficacité, donc je viens de voir pour l'efficacité, c'est-à-dire le deuxième aspect, c'est le respect des droits fondamentaux. Le règlement respecte les droits fondamentaux contenus dans la Charte des droits fondamentaux, mais également dans le droit international, dans les accords internationaux auxquels l'Union ou l'ensemble des États membres sont partis, y compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ceci a une conséquence très importante, parce que cette soumission aux droits fondamentaux va permettre d'instaurer la confiance entre les États membres, et donc il s'ensuit que si la juridiction du fond d'un État membre considère que l'admission des éléments de preuve qui sont présentés par le parquet européen respecte l'équité de la procédure et les droits de la défense garantis par la Charte des droits fondamentaux, les éléments de preuve ne doivent pas pouvoir être déclarés inadmissibles au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre ou conformément aux droits d'un autre État membre. Ensuite, le parquet européen respecte toutes les directives qui ont été prises, la directive de 2010, qui est relative au droit à l'interprétation, à la traduction dans les procédures pénales, la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information, la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, la directive du 9 mars 2016 qui renforce certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à un procès dans le cadre des procédures pénales, et la directive du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle. Deuxième aspect extrêmement sensible, la protection des données. Alors, la protection des données personnelles est devenue très sensible depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland, qui a invalidé la directive sur la protection des données. La Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que la directive comportait, je cite, « une ingérence d'une vaste ampleur et d'une gravité particulière dans les droits fondamentaux, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire. » Or, il est certain que le traitement de données à caractère personnel constitue l'une des principales activités du parquet européen. Donc, le règlement prévoit et consacre de nombreuses dispositions à cette protection des données personnelles, que les données doivent être traitées de manière licite et loyale. Elles doivent être collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être utilisées à des fins ultérieures de manière incompatible avec ces finalités. Il est possible et nous en sommes, nous, universitaires, très heureux, c'est que le traitement à des fins
archiviste dans l'intérêt public ou à des fins de recherche scientifique ou historique, mais également à des fins statistiques, est possible. Il est possible, mais à condition que le parquet européen fournisse des garanties pour assurer le respect des droits et des libertés des personnes concernées. Les données qui sont collectées doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles doivent être exactes et mises à jour. Et les données qui sont inexactes au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées doivent être effacées ou rectifiées. Alors, il y a un droit d'accès qui est organisé et le règlement prévoit la possibilité de limiter le droit d'accès entièrement et partiellement. Il va pouvoir le limiter pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures, pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites et à l'exécution des sanctions pénales. Il va également être possible de le limiter, ce droit d'accès, pour protéger la sécurité publique des États membres, la sécurité nationale de ces États et protéger les droits et libertés d'autrui. Alors, ma collègue Justine Lebois-Apt, là, tout à l'heure, pourra sans doute intervenir sur cette question qu'elle connaît très bien, parce que, voilà, à partir du moment où on dit qu'on peut limiter, voilà, il va falloir apprécier ces limitations. Le règlement dit que les limitations doivent constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique et tenir compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée. Elle a une garantie, cette personne, c'est qu'elle dispose du droit de saisir le contrôleur européen de la protection des données et elle a également un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne contre les décisions du parquet européen. Elle dispose d'un droit de rectification et d'effacement des données. Donc, c'est le parquet européen qui est responsable du traitement et le collège doit désigner un délégué à la protection des données. Et le parquet européen est soumis au contrôle du contrôleur européen de la protection des données qui a été institué pour contrôler tous les organes et institutions de l'Union. Et lui-même, donc je répète, il est soumis au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne. Toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des données si elle considère que le traitement qui est fait par le parquet européen des données à caractère personnel, opérationnel la concernant, constitue une violation du règlement. Donc un parquet européen qui consacre l'indépendance, la protection des droits, mais qui consacre également l'efficacité des procédures. Alors tout d'abord, s'agissant des mesures d'enquête. En matière d'enquête, le principe qui est posé est que le procureur européen délégué exercera ses fonctions à l'égard des fraudes communautaires en suivant le même régime procédural que tout procureur agissant dans le cadre d'une investigation menée dans l'État concerné. Il va donc disposer des mêmes pouvoirs que si son enquête s'inscrivait dans un contexte d'une enquête nationale. Alors, il y a un risque, évidemment, c'est de voir surgir des distorsions selon les États membres. Ce risque est réel. Ce risque, en même temps, est inévitable dans la mesure où l'élaboration d'un code de procédure pénale unifié à l'échelle de l'Union européenne
est pour le moins problématique et que donc, au stade où nous en sommes aujourd'hui, seule pouvait être envisagée une harmonisation autour d'un socle de base. Et ça, c'est très intéressant parce que le parquet européen va bénéficier dans chaque État membre de 5 mesures d'enquête, indépendamment des prérogatives dont tout procureur européen délégué dispose pour conduire des investigations dans le cadre national. Ces 5 mesures devront donc être transposées en droit national si elles ne le sont pas. Il s'agit de la perquisition de tous locaux, terrains, moyens de transport, domicile privé, vêtements et de tout autre bien personnel ou système informatique. Deuxième mesure, la production de tout objet ou document pertinent, la production de données informatiques stockées, le gel des instruments ou des produits du crime et l'interception des communications électroniques. Toujours pour satisfaire l'objectif d'efficacité, le règlement prévoit un régime transfrontière sui generis. Ce régime repose sur l'obligation d'exécuter les mesures entre procureurs européens délégués situés dans les États membres différents, mais qui appartiennent au même parquet européen. Donc, en règle générale, l'autorisation judiciaire relative à une mesure d'enquête devra être obtenue dans l'État membre dans lequel la mesure doit être exécutée. C'est ce mécanisme qui va permettre au parquet européen de fonctionner comme une entité unique à l'échelle de l'Union européenne, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux instruments traditionnels de coopération judiciaire, ce qui va évidemment permettre d'éviter de longues et pesantes procédures transfrontalières. Et enfin, dernier principe qui va assurer l'efficacité du parquet, c'est la libre admissibilité de la preuve. Les procédures qui sont conduites par le parquet européen sont régies par ce principe de la libre admissibilité de la preuve. L'admission d'une preuve ne pourra être rejetée au simple motif, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle aura été obtenue dans un autre État membre. Pour autant, la juridiction nationale devra tout de même examiner l'admissibilité de la preuve afin de s'assurer que la production d'une preuve n'est pas incompatible avec l'exigence pour les États membres de respecter l'équité de la procédure, les droits de la défense et tous les droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux. Une étape nécessaire donc, mais une étape qui n'est qu'une étape intermédiaire. Pour davantage d'efficacité dans la lutte contre une criminalité transnationale, le parquet européen devra, c'est mon opinion qui sera soumise au débat, devra voir sa compétence matérielle élargie et gagner en autonomie. S'agissant de sa compétence matérielle, le parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Et ces infractions sont énumérées aux articles 3 et 4 de la directive du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. C'est une directive donc, qui doit être transposée dans les États membres au plus tard le 6 juillet 2019. Et c'est un préalable, puisque le parquet européen est compétent sur cette base juridique-là. Donc la base juridique doit avoir été transposée avant que le parquet européen ne puisse être mis en œuvre et ne soit opérationnel. Le parquet européen est également compétent pour les infractions relatives à la participation à une organisation criminelle
donc telles qu'elles ont été définies dans la décision cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée, mais évidemment, c'est à condition que les activités criminelles d'une telle organisation consistent essentiellement à commettre une infraction contre les intérêts financiers de l'Union européenne. Et enfin, le parquet européen est également compétent pour toutes les infractions qui sont inextricablement, nous dit le règlement, inextricablement liées aux infractions qui sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça va être la corruption notamment qui pourra être visée à condition que cette corruption soit commise dans le but de commettre une fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Le parquet européen n'est pas compétent à l'égard des infractions pénales qui portent sur les impôts nationaux directs. Et en outre, le règlement n'a aucune incidence sur la structure ou le fonctionnement des administrations fiscales des États membres. Donc, en France, le verrou de Bercy devrait continuer à avoir de beaux jours devant lui. Mais comme nous avons la possibilité de poursuivre sans l'accord de Bercy le blanchiment de la fraude fiscale, oui, mais je suis d'accord. Non, enfin, on va en parler. Des voix s'élèvent pour demander une extension des compétences du parquet européen, et pas des moindres, puisque le président français Emmanuel Macron l'a dit dans son discours du 26 septembre, souhaite le voir étendu à la lutte contre le terrorisme et à la criminalité organisée. Et la commissaire européenne à la justice, Vera Jourova, pour sa part, a annoncé que la Commission publierait prochainement une communication sur l'extension des compétences du parquet européen à la lutte contre le terrorisme. Je disais qu'il fallait tout de même avancer vers une plus grande autonomie du parquet européen. Les liens entre le parquet européen et les parquets nationaux demeurent importants et ils révèlent, comme c'est souvent le cas au terme d'une négociation, que son organisation et son fonctionnement sont le fruit d'un compromis. Certains États auraient souhaité aller plus loin. D'autres, au contraire, ont souligné leur attachement à une souveraineté nationale qu'ils percevaient comme menacée. Et ces liens suscitent d'autant plus d'interrogations en France, où l'indépendance du parquet a été remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, dans deux arrêts, Moulin et Medvedev, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le procureur de la République français n'est pas habilité à assurer le contrôle des mesures privatives de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, de sa dépendance à l'égard du pouvoir exécutif et des partis. Une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité du statut du parquet au principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire vient d'être soulevée par l'Union syndicale des magistrats et a été transmise par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel le 27 septembre 2017. La raison invoquée est que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui traite du statut de la magistrature ces dispositions, donc c'est les suivantes. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À l'audience, leur parole est libre. Eh bien, selon l'Union
du syndicat de la magistrature, ces dispositions donnent au garde des Sceaux, qui est un membre du gouvernement et appartient donc au pouvoir exécutif, un pouvoir de contrôle sur les magistrats du parquet qui porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs qui, lui, est garanti par, par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce principe est également contraire à l'indépendance de l'autorité judiciaire qui est prévue par l'article 64 de la Constitution. Donc, nous aurons très certainement... Le Conseil d'État, a décidé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel et nous aurons vraisemblablement la décision vers le mois de décembre. Je voudrais simplement rappeler que notre chambre criminelle a jugé également que le ministère public ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité donc prévues par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors la question évidemment a été posée à la nouvelle garde des Sceaux. Question suivante, la réforme constitutionnelle sur le statut du parquet verra-t-elle le jour ? La ministre a répondu, je la cite, « Cette réforme constitutionnelle est à l'ordre du jour. L'indépendance de la justice en constituera l'un des axes principaux. Nous souhaitons en effet avancer sur la question du statut du parquet. Je souhaite, alors là on entre dans la langue de bois, je souhaite que l'on puisse aboutir à un point d'équilibre qui permette de reconnaître une plus grande indépendance du parquet, j'allais dire, et en même temps, tout en maintenant la conduite de la politique pénale par le gouvernement. Je veux vraiment que ce point traduise une avancée positive. Alors, l'avenir nous le dira. En conclusion, pour conclure, je dirais qu'avec le parquet européen, l'Union européenne s'est dotée d'un véritable outil au service de la lutte contre les fraudes et les corruptions qui affectent les fonds publics. Mais le chemin vers une véritable Europe de la justice semble encore bien loin. Elle passe par une extension des compétences du parquet européen et surtout, mais c'est un autre sujet, le temps ne me permet pas de l'aborder ici, et surtout par l'institution d'une d'une véritable cour pénale européenne pour juger les auteurs de crimes et de délits relevant de la criminalité organisée et du terrorisme et présentant un caractère transfrontière. Alors, pour conclure, je citerai Victor Hugo qui disait que quand une idée arrive... Alors ça, c'est la chute, elle va être ratée. Là. Je ne veux pas... comment dire... mal le citer. En substance, il dit que quand le temps d'une idée arrive, rien ne peut l'arrêter, ou rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. Voilà, c'est ça. Victor Hugo. Je vous remercie.